Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Depuis 2014, un surprenant bâtiment grandit sur une ancienne friche industrielle arlésienne, jusqu'à terminer sa croissance et à ouvrir ses portes au public le 25 juin dernier, après s'être dévoilé à une centaine de journalistes du monde entier et avant de recevoir la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. C'est que cet écrin de verre et d'acier, haut de 56 mètres, est signé Frank Gehry, l'architecte star américain qui a dessiné le Guggenheim de Bilbao ou la fondation Louis Vuitton à Paris. C'est aussi qu'il est le fruit d'un chantier colossal, initié par la mécène Maya Hoffman, présidente de la fondation Luma, qui donne son nom à cette tour contrastant avec l'identité d'une ville classée à l'UNESCO pour son patrimoine romain et roman. Un espace atypique de plus de 15 000 m², bordé par 4 hectares de parcs paysagers, qui attire autant par son architecture que par la richesse de ses propositions culturelles. La tour de la Fondation Luma, nouveau totem de la ville d'Arles, c'est le focus de Bande passante cette semaine. Bonjour, bienvenue à Luma. On a ici un nouveau bâtiment qui est une forme de porte d'entrée sur tout le site, ce site du Parc des Ateliers qui inclut cette nouvelle tour. Mais aussi une tour que les journalistes arlésiens de la Provence connaissent sur le bout des doigts, en particulier Isabelle Happy et Julia Razil, qui vont nous ouvrir les portes de ce lieu déjà emblématique. Isabelle Happy, la tour Luma porte le nom de la fondation qui l'a financée. Pouvez-vous rappeler quel est le rôle de cette structure ? Oui, alors pour commencer, je ferai le point sur 3 entités différentes. On entend parler à la fois de Fondation Luma, mais on entend parler aussi de Tour Luma et de Luma Arles. Alors, sous le nom de Luma Arles, on entend tout le projet qui a été lancé par Maya Hoffman au Parc des Ateliers, qui est l'ancien site industriel de la SNCF arlésien. Deuxièmement, du coup, la Tour Luma, c'est un peu le symbole de ce projet au Parc des Ateliers. C'est donc le bâtiment qui a été inauguré fin juin et début juillet, qui a été conçu par Frank Gehry. Ce bâtiment-là, c'est une construction, c'est le dernier bâtiment à ouvrir. Et Maya Hoffman, lors de l'inauguration, elle a recalé le terme de Tour Luma. Elle préfère employer le terme tour plus simplement. Et enfin, donc, ce qui nous préoccupe, la Fondation Luma, c'est en quelque sorte un outil de production. La Fondation, elle a été créée en 2004, bien avant que le chantier commence. Et le but, c'est de soutenir les activités d'artistes novateurs, plutôt dans l'art contemporain et dans diverses disciplines, à la fois le multimédia, les arts visuels, l'édition, le film. Et cette fondation, elle a été créée en Suisse par Maya Hoffman, parce que c'est le pays dont Maya Hoffman est originaire. C'est une fondation qui peut être mécène aussi et produire des projets en dehors d'Arles. Qui dit Fondation Luma, dit Maya Hoffman, vous l'avez cité, sa présidente. Qui est cette Maya Hoffman, Julia Razil ? Alors, comme l'a dit Isabelle, Maya Hoffman est donc suisse. C'est une collectionneuse d'art, une mécène. Elle est milliardaire parce que héritière du groupe pharmaceutique suisse Roche. Et si Maya Hoffman a investi autant sur le territoire arlésien et plus largement camarguais, c'est parce qu'elle y est profondément attachée, elle le répète souvent. Elle y a passé de longues années durant son enfance. Son père, en fait, Luc Hoffman, qui était un ornithologue reconnu, c'est lui d'ailleurs qui avait créé la Tour du Vala, qui est aujourd'hui un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Donc son père s'était installé dans les années 50 en Camargue, et c'est comme ça que son ancrage camarguais s'est construit finalement. Oui, vous dites si elle investit autant, c'est parce que c'est une somme colossale en fait. On parle de 150 millions d'euros sur ce projet-là. Officiellement, c'est en effet le chiffre qui est annoncé depuis le début, 150 millions d'euros. Néanmoins, il est largement possible que la facture se soit rallongée au fil du chantier. Quand on pose aujourd'hui la question du coût à Maya Hoffman, elle botte en touche. Et elle préfère parler de, je cite, des budgets qui se justifient par rapport au temps qui est passé sur la réalisation du projet. Et on le sait, le temps, c'est de l'argent. Je pense qu'elle excède même mes plus fortes espérances. Maya Hoffman, au sujet de la tour. Et je pense qu'elle est vraiment bien assise ici, que la durée de temps qu'il a fallu pour la faire permettra aussi à plus de personnes de comprendre ce qu'on a en tête. Maya Hoffman y voit un phare pour la ville, un phare que l'on doit à Frank Gehry. Qu'est-ce qui a inspiré l'architecte ?
Alors, en effet, Maya Hoffman a confié la conception de la tour à Frank Gehry. Frank Gehry, donc, c'est un Canadien, c'est un architecte star qui est connu pour les lignes anticonformistes et avant-gardistes de ses bâtiments. Il a notamment signé le musée Guggenheim de Bilbao et la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et donc, qu'est-ce qu'il a inspiré dans ce bâtiment? En fait, Frank Gehry dit avoir signé là son premier bâtiment romain. Il s'est largement inspiré du passé romain de la ville. Il dit s'être inspiré de la lumière d'Arles, du vent, du Mistral, des pierres de Fontvieille, de tous les éléments qui font la région. Des arènes, on retrouve par exemple la rotonde simple du bâtiment. Pour la lumière, c'est du côté de La Nuit étoilée de Van Gogh qu'il a trouvé l'inspiration. Et il a d'ailleurs été très attentif à la lumière qui se reflète sur les 11 800 blocs de métal qui constituent la tour. Et il le dit, il souhaitait un bâtiment doux, accueillant, chaleureux, bienveillant, ouvert. Et il se défend d'ailleurs d'avoir fait une structure futuriste, ce qui pouvait être reproché au départ à ce bâtiment par nombre d'Arlésiens. Parce que c'est un bâtiment qui est très moderne. En effet, la tour, de prime abord, contrastait énormément avec l'architecture historique arlésienne, quoi. Ça a été un chantier au long cours qui a pris 7 ans. Pour quelles raisons est-ce que ça a été aussi long, Isabelle Happy? Oui, ça a été un chantier au long cours, c'est vrai, 7 ans, mais en fait, le projet remonte même avant. Juste avant l'inauguration, nous avons retracé dans le journal, dans l'édition d'Arles, ce chantier au long cours, comme vous dites, et notre équipe s'est souvenue que le 29 octobre 2008, par exemple, la première version du projet du Parc des Ateliers avait été présentée aux Arlésiens au théâtre municipal, et la salle était comble. Mais oui, il a fallu attendre donc jusqu'en juillet 2013 pour que le permis de construire soit signé, et finalement avril 2014 pour la pose de la première pierre. Donc entre-temps, il y a eu des signatures, des contrats, notamment avec la mairie sous l'ancien maire Hervé Schiavetti, qui avait donc donné son accord. Mais il est à noter que le premier permis de construire avait été refusé par le ministère, et c'est ce qui avait aussi contrecarré un petit peu les premiers plans de Maya Hoffman et Frank Gehry. À cela se rajoute le fait qu'il y a eu de nombreux allers-retours entre Maya Hoffman et Frank Gehry. C'est vraiment un projet qui sont construits à deux. Et donc Frank Gehry, par exemple, il dit que même il a chez lui une centaine de maquettes différentes de la tour. En 2020, ils ont profité du confinement pour mettre les bouchées doubles, si on peut dire. Le parc avait été complètement fermé pour pouvoir anticiper du coup l'inauguration en 2021. Mais même si la tour du coup a été inaugurée le 26 juin et début juillet avec les rencontres, le public n'a pas accès à l'ensemble des étages. La tour, elle est accessible du rez-de-chaussée, du sous-sol, jusqu'au 2e étage actuellement. Il y a toute une salle qui est consacrée au niveau des archives dans la tour à cette construction hors norme. Et on y voit une vidéo qui retrace en accéléré, bien sûr, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi une dizaine de prototypes de la tour et ce qu'elle aurait pu être, les différents projets sur lesquels Frank Gehry et Maya Hoffman et toute l'équipe autour s'étaient penchés. Et c'est très différent d'un projet à l'autre ? Non, c'est pas très différent. Il y a eu l'ADN qui est sensiblement le même. Après, c'est au niveau de la rotonde, moi, ce qui me semble qui est différent notamment. Bande passante, l'info décryptée. Maya Hoffman, elle disait lors de l'inauguration que la tour, c'était vraiment pour elle une porte d'entrée sur le parc des Ateliers. Elle a vraiment vu ça comme une véritable entrée. Et actuellement, il faut réserver pour accéder à la tour. Pour ce qui est du jardin public, on peut y aller en accès libre. Pour la tour, en fait, il faut s'inscrire sur le site internet de l'UMA au créneau horaire qui nous correspondent. C'est gratuit pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. Que trouve-t-on précisément dans la tour Luma ? On y trouve 2 toboggans géants, notamment, ainsi qu'un skatepark qui, dit-on, la nuit est phosphorescent. Mais on n'est pas encore allé vérifier. La spécificité ici, c'est que nous sommes un centre culturel expérimental, innovant, qui propose non pas une collection permanente, mais des œuvres permanentes. Alors, ce sont les Isometric Slides de l'artiste Carsten Oller. C'est une nouvelle itération. Donc, on vous invite non plus à descendre par des escaliers ou des ascenseurs, mais vraiment à utiliser cette œuvre d'art. On a le droit de faire du toboggan. Bien sûr, il faut faire du toboggan même. Ça fait partie de l'expérience Luma, puisqu'ici... C'est une tour de 9 étages. On y trouve aussi
sommet une terrasse qui n'est pas encore accessible, mais qui donne une vue sur les Alpilles, la Crau, la Camargue et une vue jusqu'à la mer. C'était vraiment une forte ambition de Maya Hoffman d'avoir cette vue sur tout le paysage qui entoure du coup la tour. Moi, ce que je voulais, comme métaphore, c'était de voir la mer quand on est à Arles, puisqu'on est en fait une commune qui touche la mer. Et faire la relation avec le fleuve qui, lui, vient du nord. Et donc, je voulais qu'on ait cette possibilité. Dans cette tour, on trouve aussi les bureaux de direction, les bureaux d'administration. On y trouve des salles d'exposition au premier étage, au rez-de-boulevard, c'est-à-dire au niveau du boulevard Victor Hugo, et au moins 2 qui se situent donc au niveau du jardin. Ces salles d'exposition, ça a vocation à suivre une programmation qui va changer, mais qui a donc l'ancrage de l'art contemporain avec des installations, des expos et dans des salles qui sont vraiment à la technologie dernier cri. Bien sûr, la programmation s'étend au niveau du parc des ateliers. C'est donc dans la tour, mais aussi dans le parc des ateliers, qu'on visite des expositions. Mais il y a encore aussi dans cette tour, il faut le dire, des espaces qui sont indéterminés. Et vraiment, on sent de la part de l'équipe de Maya Hoffman une défense de maintenir un peu ce flou autour du projet afin que le projet soit le plus flexible et mouvant possible. Mais c'est aussi ce flou qui fait qu'on peut encore se questionner sur les projets qu'il y aura véritablement dans la tour. Dans l'ombre de la tour, il y a aussi le parc des ateliers, un parc paysager créé sur une friche désertique. C'est Bas Smets, architecte de paysage, qui a permis cette métamorphose. La première fois que je suis venu à Arles, j'étais à la fois frappé par la dureté du site, ce dalle en béton parfaitement horizontal, abandonné où même les végétaux n'arrivaient pas à pousser. Et à la fois, et je me souviens, le long de la rampe, il y avait des coquelicots. Il y avait quand même une sorte de végétation pionnière qui arrivait à s'installer. Et je me souviens, avec Maya, on se disait, tiens, il faut garder cet esprit du végétal qui arrive à conquérir le site, le végétal plus fort que le béton. Et tout site abandonné, les écologistes disent qu'il faut 200 ans pour que le site retrouve son état naturel. On a essayé de compresser et accélérer ces 200 ans en 10 ans, disons. Une prouesse, Julia Razil. Ouais, une sacrée prouesse même, parce que comme vous l'aviez dit, en lieu et place de ce parc qui est aujourd'hui luxuriant et qui le sera de plus en plus au fil des années, on était sur un site au climat semi-désertique. La conception de ce parc paysager a pris énormément de temps. Il s'étend sur plus de 4 hectares et on y retrouve notamment un étang de 3700 m². Il y a approximativement 500 arbres qui y ont été plantés. On y retrouve également des paysages reconstitués de la Camargue, de la Crau et des Alpilles, donc les 3 environnements autour d'Arles. Et de ce site qui était totalement stérile, Bas Smets en a fait un jardin quasi paradisiaque. En tout cas, c'est une petite île, une grande île dans la ville finalement. Pour nous, la tour, en fait, c'est un élément d'un ensemble plus grand. Mustapha Boyati, le directeur de l'UMA. Elle est la continuité et la poursuite du patrimoine qui commence à l'Antiquité avec Arles, et en fait c'est le patrimoine futur de la ville. C'est vrai qu'elle capte beaucoup l'attention et c'est vrai que ça a été souhaité ainsi. On est à Arles, on est un petit peu hors circuit et donc c'était une volonté de montrer aussi qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans cette ville. On a cette conviction que c'est dans les villes de cette taille, des villes de taille moyenne, que les choses sont encore possibles. Stéphane Paglia, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles. En quoi la tour Luma change-t-elle la ville selon vous ? Elle la change pas, elle lui donne une autre image à l'international et puis elle va la changer, elle a déjà commencé à la changer, c'est vrai, sur la population de touristes supplémentaires qu'elle va apporter tout au long de l'année, mais aussi des gens qui viennent vivre à Arles et qui sont membres de la fondation. Donc tout ça participe à faire rayonner la ville internationalement. Comment elle fait évoluer l'image ? En quel sens ? Déjà, elle fait connaître Arles encore plus que ce que ça l'était. Bon, Arles quand même était déjà assez connu, mais Arles et la Camargue sont mis en lumière dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on peut placer Arles sur la carte du monde. C'est exceptionnel pour une ville de taille moyenne comme Arles. Ça augmente l'attractivité culturelle de la ville et du territoire.
Ça donne de nouveaux moyens aussi de communication. Ça va avoir des retombées économiques importantes pour la ville. C'est un projet quand même exceptionnel, j'allais dire. C'est une belle opportunité. C'est une très belle opportunité. Je pense que la ville et le territoire ont beaucoup de chance d'avoir cette implantation-là, cette tour dessinée par Franck Gehry. C'est quand même pas n'importe qui. Cette chance d'avoir Maya Hoffman qui est amoureuse de ce territoire et qui a décidé d'y investir avec sa fondation pour changer le regard sur Arles et apporter de nouveaux objectifs et de nouvelles façons de faire sur la Camargue. Un tel investissement est exceptionnel et c'était improbable, il faut bien le dire. C'est bien parce que Maya Hoffman a grandi ici et que son père, lui déjà, était un grand amoureux de la Camargue et de Arles, qu'elle s'est fixée ici. C'est une chance pour ce territoire. Vous avez fait allusion aux retombées économiques. Est-ce que vous arrivez à les évaluer un petit peu, notamment en termes touristiques peut-être ? C'est difficilement quantifiable. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des expositions et du travail tout au long de l'année. Ça a déjà commencé les autres années, donc ça va désaisonnaliser. On va dire que si on fait, on va dire à minima, on peut se dire que ça va amener à peu près 200 000 personnes supplémentaires sur la ville. Donc c'était un vrai défi pour pouvoir les accueillir, parce que on n'est pas encore complètement prêt pour les accueillir. Donc il faut refaire des aménagements, réaliser des hôtels supplémentaires. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, les rencontres photos, c'est 150 000 personnes sur la période, qui va à peu près de juillet à septembre, et ça représente 30 millions d'euros de retombées. Donc là, on est à minima sur 30 millions d'euros de retombées, et je pense que ce sera bien au-delà. Et tout le monde en bénéficie, c'est-à-dire on parle d'Arles, mais un projet tel que celui-là a un rayonnement tellement fort que c'est la région qui va rayonner en entier et les territoires autour vont en bénéficier. Est-ce qu'on peut imaginer que la tour Luma devienne le symbole d'Arles à la place des arènes ? Je pense que les arènes quand même resteront avec le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, les emblèmes, ça reste l'identité d'Arles. Je pense qu'on aura deux symboles forts en fait. On va être un peu atypique, on aura ces deux symboles forts qui représenteront la ville et c'est une bonne chose. C'est la fin de ce bande passante. Merci à nos interlocuteurs, mais aussi à Maxime Perron, à qui l'on doit la visite de la tour et les propos de Maya Hoffman et Mustapha Boyati. Pour écouter d'autres épisodes passés ou à venir, rendez-vous sur les différentes plateformes Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, iTunes, Podcast Addict ou encore Spotify.